Quelqu'un qui aimerait bien savoir ce qui a le plus évolué au fil du temps dans la manière dont tu poses le cadre de tes séances et les erreurs qui t'ont le plus appris Les erreurs, d'accord. en matière de cadre, hein. En matière de cadre, alors c'est toujours un terme Ouais. un peu vague. Qu'est-ce qu'on désigne par le cadre ici dans cette question? Je ne sais pas trop. Bon, vous pourrez préciser, la personne qui a posé la question peut préciser éventuellement spécifiquement ce qu'elle entend par cadre pendant que je commence à répondre à côté de la plaque, du coup probablement. Mais ce qui a évolué dans le cadre, beaucoup de choses. Je parlais de l'anamnèse une fois. Ben voilà, mon anamnèse a beaucoup changé puisqu'elle est devenue beaucoup plus justement d'écouter la personne librement, même si je m'autorise à parler. Alors c'est beaucoup moins cadré. Même si c'est en train d'évoluer énormément d'ailleurs, parce que je donnais des conseils d'ailleurs, je crois que c'était en live sur les séances à distance, que je donnais des conseils sur l'anamnèse pour qu'elle soit efficace et qu'on se laisse pas guider, qu'on se laisse pas, pardon, mener par le bout du nez. Des conseils qui consistent par exemple à préparer des questionnaires, etc. Je trouve ça peut être vraiment très efficace et très suggestif, et je commence à y revenir un peu à ça, pour gagner du temps et de l'efficacité, à faire des choses beaucoup plus cadrées. Le temps des séances, au niveau cadre, le temps des séances a pas mal évolué. Au départ, il était Ouais. plutôt de trois quarts d'heure, ensuite plutôt une heure. Ensuite, il y a eu vraiment une époque où j'avais du mal à faire moins de 2 heures. Maintenant, on est plus sur 1 heure et demie, surtout pour les premières séances. J'aime bien prendre du temps, j'aime bien travailler dans le temps. Quand même. J'ai vraiment du mal à faire plus court, même quand ça peut aller vite. Surtout pour l'induction. Alors ça, voilà, alors c'est pas le cadre, mais c'est, on va dire, la distribution des moments de la séance. C'est clair que le temps d'induction a pris de plus en plus de place dans mes séances. Sur le confort, tout simplement, quand j'ai commencé, je travaillais pas toujours, mais souvent sur une méridienne, avec des gens allongés. Ça, je le fais plus. Je dis pas que ça fait pas sens, ça dépend de votre pratique, mais moi je le fais pas. J'aime bien avoir des gens qui ont un corps quand même assez réactif, donc je les fais souvent travailler debout d'ailleurs, sur une partie de la séance seulement, hein, pas toute la séance, mais une partie de la séance. Mais sinon assis, plus ou moins confortablement. Mais il y a des gens d'ailleurs qui me disent ah mais c'est pas très confortable. Ah, ben, c'est pas le but. Hein. Ça c'est uniquement des gens qui ont déjà fait des séances d'hypnose dans des méridiennes avant, sur des divans, qui disent ça. Sinon l'hypnose en soi n'est pas forcément associée au fait d'être allongé. Hein. Qu'est-ce qui a pu changer encore dans le cadre? Alors, sur l'arrêt du tabac, j'en avais parlé. Moi, je pose un cadre un peu spécifique pour engager les gens dans une démarche qui soit pas trop passive, pas trop attentiste. Mhm. J'en avais parlé donc dans un autre épisode, donc je vais pas revenir dessus. Je renvoie beaucoup plus volontiers vers des collègues plus spécialisés sur les demandes quoique je dis ça, mais même dès le début, hein, je me prenais pas pour ce que je suis pas et je renvoyais volontiers aussi. Mais je sais, c'est difficile à dire. Il y a beaucoup de choses qui Ah, évoluent tout le temps. Hein. Bon, oui. en 15 ans, je saurais pas trop, mais je me souviens pas franchement de tout ce que je faisais. Par contre, clairement, sur les protocoles utilisés, on peut dire que là, ça évolue en permanence. Je veux dire, souvent, on fonctionne, et j'ai beaucoup de collègues qui me disent qu'ils sont d'accord avec ça. On fonctionne par mode un peu. Pendant 6 mois, on va utiliser le même Ouais, protocole, pas complètement. sur Ça, tout le c'est clair. monde, mais ouais, toi aussi, ça te fait ça. Hein. Ah ouais, On, complet. on a deux, trois trucs qu'on va utiliser pendant 6 mois, puis il y en a un qui disparaît, un autre qui arrive, etc. Ça tourne, et parfois on se dit ah mais mon dieu, mais ça je l'utilisais énormément à l'époque, je le fais plus du tout. Tiens, ça pourrait être marrant de le ressortir. Euh, En fonction du temps qu'on passe, en fonction de plein de choses. Donc ça, ouais, ça évolue beaucoup. J'expérimente actuellement des approches très différentes de ce que je faisais il y a un an. J'aime beaucoup, moi, en fonction des lectures, des idées que je trouve, quand même, je m'ennuie vite, alors j'essaye de trouver des nouvelles choses. Euh, Dans la forme, hein, j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de suggestions directes, beaucoup plus de silence, beaucoup plus de questionnement. Mais ça, Mhm. c'est pas vraiment le cadre. Là, je m'éloigne du truc, mais je sais pas trop ce qui est entendu par le cadre J'ai exactement. Oui, j'ai t'as pas eu de pas eu de précision. réponse pour l'instant, mais il y avait une petite question qui peut se Mhm. rapprocher et que tu Ouais. puisses continuer de compléter tout ça. Toi, ton prétol qui consiste en quoi? Alors, pré-talk, je vais le redire parce que c'est un peu jargonneux, c'est le discours pré-hypnotique, c'est un terme qui est apparu il y a quelques années, hein. C'est assez, ça n'existait pas de mon temps, comme on dit, le terme pré-talk, mais enfin, la pratique existait, quoique pas tant que ça, parce que c'est venu un petit peu aussi avec l'hypnose de rue, cette idée de faire tout un discours préalable très rapide et très bien huilé. Oui. On m'a pas enseigné ça, non, non. Éventuellement, ah oui, poser un cadre, on appelait ça peut-être. Mais on passait directement quand même dans ce qu'on appelait la détermination d'objectifs assez vite.
Mon préto, que j'en fais pas vraiment. Alors, évidemment, il y a forcément des éléments. Je suis pas contre du tout, hein, mais j'en fais pas tellement. Par exemple, je sais que une grande partie du préto consiste de cette culture du discours préhypnotique, c'est-à-dire tout le speech qu'on fait avant l'hypnose formelle. Et une grande partie de ça, et l'origine de ce terme d'ailleurs vient de cette pratique qui consiste à donner des explications par avance, et notamment surtout souvent des explications qui permettent qu'en cas d'échec de la suggestion, ou en cas d'échec de l'hypnose, globalement on a balisé le terrain et on s'en tire en gardant la face. Par exemple en disant avant, vous savez, l'hypnose n'est pas du sommeil, on ne déclenche pas en hypnose, etc. etc. Bon, bah, ça permet que si ça marche pas, ben, vous voyez, je vous l'avais dit. Ça, oui, virez-moi ça, ça sert à rien. Surtout que ça fait des suggestions négatives. Et puis qu'en fait, perdre la face, c'est pas bien grave. Il faut savoir perdre la face. Si ça marche pas, ça marche pas. Si vous êtes engagé sur un truc, ben, vous avez eu les tripes de vous engager sur un phénomène, et puis il a foiré, ben, c'est comme ça, vous dites, ah, bah, ça marche pas tous les coups, puis vous en essayez un autre. Et un truc que je faisais énormément, ah ben voilà, tiens, un truc que je faisais énormément dans ma jeunesse, pour me justifier, pour combler une sorte de sentiment d'illégitimité, parce que probablement aussi moi-même j'avais des doutes sur l'hypnose, est-ce que ça existe vraiment au fond, ce que je fais, ça a l'air, mais bon, moi je l'ai pas vraiment vécu, j'ai mis du temps avant de vivre des hypnoses qui soient convaincantes pour moi, et tant que je doutais encore, je me justifiais énormément. C'est-à-dire qu'en fait, j'expliquais aux gens toutes les raisons de croire à l'hypnose, de leur expliquer ce qu'est l'hypnose, et pourquoi c'est vrai, et pourquoi c'est sérieux aussi. Ah non, 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 mais attendez, mais l'hypnose c'est pas de la voyance et tout ça, c'est un truc très scientifique et très sérieux, mais ils m'avaient rien demandé les gens, hein. Et donc j'avais tout un discours bien huilé comme ça qui consistait à leur vendre l'hypnose, alors qu'ils étaient là. Je veux dire, c'était totalement redondant et inutile. Et j'ai essayé de me rassurer plus moi, de me convaincre plus moi, probablement un truc comme ça. Donc ça c'est pareil, vous pouvez vous en passer, sauf si ça vous rassure, mais enfin la personne elle est pas là pour ça. Donc clairement moi dans mes séances on parle pas de ça, je parle très rarement de l'hypnose, ou très peu. Si la personne me demande ou qu'il y a des choses je sens qu'il faut réajuster, recadrer les trucs. Sinon la personne elle arrive, elle m'explique son problème, et après je lui propose de faire de l'hypnose. Je dis ben est-ce que vous avez déjà fait de l'hypnose? Non, bon bah voilà, faites ceci, faites cela, il va se passer ci, ça et ça. Mais j'ai pas de moment où j'explique ce qu'est l'hypnose, ça n'a aucun sens, elle le verra bien. Sauf si c'est à caractère suggestif. Et là, on pourrait dire que le pré-talk, à ce moment-là, peut être intéressant. C'est Mhm. s'il sert à poser des suggestions. Je vous avais dit, une fois, les suggestions directes, ça consiste à dire voilà ce qui va se passer. Et ben, Ouais. oui, c'est même finalement assez indirect. Si je dis pas voilà ce qui est en train de se passer, mais je le présente comme un truc pour plus tard. Donc si je dis à la personne, vous savez pas ce que c'est l'hypnose? Non, oh bah l'hypnose c'est ci, ça et ça. Si je lui dis par exemple, l'hypnose consiste à rentrer à l'intérieur de soi au point que vous pouvez faire complètement abstraction du monde extérieur. Si je dis ça, c'est une suggestion très très forte pour obtenir une hypnose profonde plus tard. Mais ça passe comme un petit cours avant, une petite mise en condition, une petite explication. En plus, on n'y est pas encore passé, puis on va faire des choses entre les deux. Donc ça peut être une suggestion forte. Donc utilisez surtout tout ce que vous dites avant l'hypnose formelle, pour que ça soit Mhm. des suggestions vers l'hypnose et non pas l'inverse, pas des façons de minimiser l'hypnose par avance ou de la rationaliser, on s'en fiche de la rationaliser. Enfin, sauf si vous êtes plus rassuré, ou sauf si la personne est demandeuse de ça. Vous avez une personne qui a besoin d'être rassurée, mais en réalité, si elle vient, probablement qu'il n'y aura pas forcément besoin de lui expliquer. Sauf si vous avez travaillé dans un cadre où vous proposez de l'hypnose à des gens qui n'ont pas fait la demande. Ça, c'est complètement différent. Dans un cadre hospitalier, dans un cadre, voilà, si vous êtes psychologue, etc., et puis la personne vient pour une autre consultation et vous souhaitez lui faire de l'hypnose, là, vous pouvez d'abord quand même faire un petit cours, pardon, pour lui introduire la chose et lui vendre un peu le produit pour lui demander ensuite est-ce que ça vous dit d'essayer, mais en l'ayant rassuré. Donc je dirais, moi je fais pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un pré-talk. Vraiment, moi je vous le dis sincèrement, je vais voir quelqu'un en séance, je paye je sais pas combien, mais c'est souvent très cher une séance. Elle dure je sais pas combien, mais c'est souvent très court. Euh, S'il y a un quart d'heure qui est, ou même 10 minutes qui est consacré à ce que je la paye pour qu'elle me fasse un cours sur des choses que je pourrais très bien avoir vues sur internet, parce que de toute façon si je suis là, pour me Mhm. convaincre que j'ai raison d'être là et que l'hypnose existe, ça risque de me gonfler, parce que c'est mon temps, c'est mon argent, et c'est pour s'occuper de moi. La personne qui vient me consulter, elle veut que je regarde son nombril à elle, et d'autant qu'en plus, je dis ça
enfin, son nombril, dans le sens où elle veut que je m'intéresse à elle, quoi. On est là pour elle, et puis c'est tout. Non, non, on a tous compris, Antoine. Tranquille. D'autant qu'en plus, ça n'intéresse pas grand monde, en fait. Ça aussi, ça peut être un des torts de certains pré-talks, c'est que quand on commence l'hypnose, on est très enthousiasmé par cette discipline qu'on trouve formidable et qu'on voit comme une panacée. Alors, c'est loin d'être le cas, hein. Et qu'on a envie d'en parler à tout le monde. Et ça, ça intéresse pas. Étrangement, on comprend pas comment ça peut ne pas fasciner les gens. Ben, ça fascine pas tout le monde. Il y a des gens en soirée, vous leur parlez de ça, ils vous fuient, hein. Il y a des gens dans votre famille qui vont dire ah tu fais une formation d'hypnose super et qui vont pas vous poser plus de questions que ça. Bah c'est pareil chez les gens qui nous consultent en fait, il y en a quand même beaucoup, ça les passionne pas. Il y en a qui vont vous poser des questions et si vous avez un peu de temps en bonus après à la fin d'une séance, n'hésitez pas à en parler, à partager les choses ou dites-leur ben contactez-moi et puis posez-moi les questions, je vous répondrai. Si vous n'avez pas le temps. Mhm. Mais c'est très rare, en fait, la plupart des gens, ils s'en fichent, ils ont déjà essayé une quarantaine de méthodes, ils ne sont pas passionnés pour chacune des méthodes, hein, ils veulent voir si celle-ci, elle peut marcher ou pas. Donc le but, c'est de le faire. Mais on va dire que tout ce qui, dans votre pré-talk, peut être basé sur le présupposé que l'hypnose ne marche que si la personne sait ce que c'est, et que l'hypnose ne marche que si la personne y croit, à ce moment-là, ça, vous pouvez le supprimer. Ça, vous pouvez le supprimer, à mon avis.